Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est le corrigé d'un exercice de bac qui a été donné en Amérique du Nord en mai 2021. Ça concerne plus précisément l'exercice B de ce sujet. Cet exercice, il porte sur les logarithmes népériens et la convexité. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? On va étudier une fonction avec des paramètres qu'on va devoir identifier. On va aussi avoir des calculs de limites. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, on va avoir des calculs de dérivées, on va avoir des calculs de dérivées secondes, on va avoir à trouver le signe d'une dérivée pour trouver les variations d'une fonction, on va avoir à trouver le signe d'une dérivée seconde pour trouver la convexité d'une fonction. Voilà, donc on a tout un beau programme à faire. Je propose qu'on se lance, c'est parti. Alors, on nous dit, dans le plan muni d'un repère, on considère ci-dessous la courbe CF représentative d'une fonction f, deux fois dérivable sur 0 plus l'infini. Donc deux fois dérivable, ça veut juste dire que vous pouvez calculer la dérivée seconde. Vous pouvez dériver puis redériver, donc dériver deux fois. La courbe CF admet une tangente horizontale t au point A de coordonnées 1, 4. Donc effectivement, sur le graphique qui est ici, on voit bien la courbe CF qui est en rouge, on voit bien le point A qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 4, et on voit bien la tangente t à la courbe au point A qui est horizontale. Ici, elle est tracée en noir. On nous demande de préciser les valeurs de f de 1 et f' de 1. Alors le piège dans ce genre de questions, ça peut être de vouloir utiliser une formule, une expression de f pour calculer f de 1 en remplaçant x par 1. Sauf qu'ici, vous n'avez pas l'expression de f, donc dans un premier temps, vous ne pouvez pas faire cela. Donc comment on s'en sort pour trouver f de 1 uniquement avec l'énoncé? Eh bien, on sait que le point A, il appartient à la courbe CF, le point A. Et on connaît ses coordonnées, on sait qu'en abscisse, son abscisse vaut 1 et que son ordonnée vaut 4. Ce qui veut dire que, eh bien en fait, l'image de 1 est égale à 4. Donc finalement, f de 1, il suffit de se mettre à abscisse 1, de monter jusqu'à la courbe. On voit que c'est le point A, donc on connaît l'ordonnée. L'ordonnée, c'est 4, ce qui veut dire que f de 1 est égal à 4. Donc on justifie en disant A de coordonnées 1, 4 appartient à CF. Donc, eh bien, f de 1 est égal à 4. Quand vous avez un point qui appartient à une courbe, si en abscisse vous avez 1 et en ordonnée vous avez 4, c'est que l'image de 1 vaut 4. On passe à f' de 1. Alors pour f' de 1, eh bien f' de 1, ça va être le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1, puisqu'on parle de f' de 1. Donc le coefficient directeur de la tangente, bah déjà il faut que je repère la tangente. Alors on m'a dit que la tangente au point d'abscisse 1, qui n'est autre que A, eh bien c'est la tangente T, qui est horizontale. Ce qui veut dire que si elle est horizontale, ça veut dire qu'elle a un coefficient directeur égal à 0. Et donc f' de 1 est tout simplement égal à 0. Donc j'ai rédigé, la tangente ACF au point A de coordonnées 1, 4 est horizontale, ça c'est l'énoncé qui me l'a dit. Donc son coefficient directeur vaut 0 puisqu'elle est horizontale. Et comme le coefficient directeur de la tangente au point A de coordonnées 1, 4, eh bien ça n'est rien d'autre que le nombre dérivé pris ici, c'est-à-dire f' de 1, eh bien f' de 1 vaut le coefficient directeur, c'est-à-dire 0. J'ai donc trouvé la valeur de f de 1 et la valeur de f' de 1 qui m'était demandée dans la première question. Donc ensuite, on nous dit qu'on admet finalement que la fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini par cette expression avec a et b qui sont deux nombres réels. Donc on nous demande dans la question 2 de démontrer que pour tout réel x strictement positif, c'est-à-dire x appartenant à 0 plus l'infini, c'est la même chose, eh bien on a cette expression pour la dérivée. Donc visiblement, tout simplement, on nous demande de calculer une expression de la dérivée de f et de la mettre sous cette forme-là. Allez, on se lance. Alors, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert en 0, f de x, on m'a dit qu'elle admettait une expression de cette forme avec a et b qui sont deux réels. Donc, pour calculer une expression de la dérivée de f, eh bien, je vais repérer déjà l'opération principale dans f de x, puisque c'est ça qui va me dire quelle formule utiliser. J'observe qu'ici, mon opération principale, c'est la division. Lorsque j'ai une division, je regarde bien s'il y a la variable au numérateur, la variable au dénominateur. Là, c'est bien le cas. Alors attention, la variable, ça n'est ni A ni B. La variable, c'est x. C'est toujours ce qui est marqué entre parenthèses ici. Donc quand je vais dériver f, la seule chose que je vais considérer comme étant une variable,
Cx, A et B, pour moi, dans ma tête, ce seront des nombres, comme par exemple 4 ou 5. Voilà. Et ils seront fixes dans ma tête. Alors, du coup, ici, variable au numérateur, variable au dénominateur, le quotient, je suis donc obligé d'utiliser la formule qui me permet de dériver une fonction u divisée par une fonction v. Donc, on va poser tout ça. Voilà, donc j'ai posé pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, u de x ça va être mon numérateur, v de x ça va être mon dénominateur. Je vais avoir besoin de connaître la dérivée de la fonction u. Alors pour dériver ma fonction u, eh bien je repère l'opération principale qui ici est une somme, et je vais dériver, puisque c'est une somme, je vais dériver ce terme, puis ce terme, et remettre ma somme. Alors ici, je dois dériver a. A n'est pas la variable c'est x. Donc A, c'est comme si c'était, enfin c'est pas comme si, c'est une constante. Et donc lorsque je la dérive, eh bien je trouve 0. Plus, là c'est pareil, B est une constante, ça n'est pas la variable B. Donc je le vois dans ma tête comme s'il y avait marqué 5 ln de x. S'il y avait marqué 5 ln de x, je me dirais, bon bah l'opération c'est quoi? L'opération c'est la multiplication, mais ici, B ne contient pas la variable x, donc je ne vais pas utiliser la formule u fois v, qui serait bien trop compliqué pour cette situation. Je vais utiliser la formule de votre cours de première, qui est que quand je veux dériver une fonction qui est exprimée comme un nombre fois une fonction, eh bien pour la dériver, tout simplement, je recopie le nombre et je multiplie par la dérivée de la fonction. Voilà, donc là c'est ça qui va se passer, c'est que je vais recopier b et que je vais multiplier par la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, vous devez la connaître, il s'agit de 1 sur x. Donc finalement, qu'est-ce que ça vaut? 0 plus b fois 1 sur x. B fois 1 sur x, c'est tout simplement b fois 1 divisé par x. Donc finalement, tout ça, ça vaut b divisé par x. Donc on peut l'écrire b divisé par x. V', c'est un petit peu plus simple, disons que vous êtes plus habitué. Dérivée de x, c'est tout simplement 1. À partir de là, je vais appliquer ma formule de dérivation du quotient. Je vous la renote. U sur v, lorsque je souhaite le dériver, c'est égal à u'v moins uv' sur v au carré. Je vais appliquer cette formule. Donc, pour tout x appartenant à cet ensemble, je peux également le noter R+, puisque ce sont des réels positifs, mais étoile, puisque j'ai exclu 0 qui n'a pas d'inverse. F' de x égale, je vais montrer le quotient qui est celui-là, au numérateur u'v moins uv'. Alors u' fois v, on a donc b sur x fois v qui vaut x moins u fois v', donc a plus b ln de x. Alors attention, dans u, vous voyez, l'opération principale est un plus, donc je mets bien des parenthèses pour ne pas fausser mon calcul. Donc a plus b ln de x que je vais multiplier par v', c'est-à-dire par 1, ça ne va pas être trop compliqué, divisé par v au carré, c'est-à-dire x au carré. À partir de là, je vais essayer de simplifier un petit peu mon écriture. Alors, que vaut b sur x fois x? Alors, soit ça vous paraît très logique que c'est égal à b, soit je réexplique pourquoi. Quand vous avez b sur x fois x, c'est en fait égal à, du coup, x vient multiplier le numérateur seulement. Donc, ça fait b fois x sur x. Et on peut simplifier les x. Ça nous donne donc b. Donc, je me retrouve avec b moins. Alors ici, vous voyez, j'ai a plus b ln de x multiplié par 1. Donc finalement, le résultat ici de ce nombre, eh bien, c'est a plus b ln de x. Donc je me retrouve avec moins a plus b ln de x. Vous voyez, multiplié par 1, ça reviendra à l'effacer ici comme ça, tout simplement. Donc finalement, j'ai un moins devant ma parenthèse, donc ça va me donner moins a moins b ln de x. Je vous remets le x1 pour ne pas changer les écritures au fur et à mesure, mais voilà. Et cela sur x au carré. Alors on peut comparer avec
ce qu'on nous avait demandé dans l'énoncé. Et effectivement, c'est ce qu'on devait démontrer. On devait démontrer que f' de x était égal à b moins a moins b ln de x sur x au carré. Donc b moins a moins b ln de x sur x au carré. Le contrat est rempli. Dans la question 3, on nous dit en déduire les valeurs des réels a et b. Alors en déduire, ça veut dire qu'il faut regarder ce qu'on a fait avant. Qu'est-ce qu'on a fait avant si on fait un petit peu le bilan? Si on fait un petit peu le bilan, au début de l'exercice, on a précisé les valeurs f de 1 et f' de 1 qu'on avait obtenues grâce à l'énoncé. Et ensuite, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a une expression de f de x qui est exprimée en fonction de a et de b, et une expression de f' en fonction de a et de b également. Donc, en déduire les valeurs des réels a et b, on va utiliser ces deux expressions, et en même temps, on va utiliser les résultats de la question 1, c'est-à-dire de f de 1 et de f' de 1. Alors, mes expressions de f et de f' en fonction de a et de b, je les ai réécrites ici. Et donc, il va falloir confronter ces expressions aux contraintes de la question 1. Alors, qu'est-ce que j'appelle les contraintes de la question 1? Eh bien, ce sont les valeurs qu'on avait trouvées. Par exemple, f de 1 dans la question 1, eh bien, on a dit que c'était égal à 4. Donc, si on confronte ça au fait que f de x est égal à a plus b ln de x sur x, eh bien, cela signifie finalement que quand je remplace dans cette expression les x par 1 et que donc je calcule f de 1, eh bien, ça doit me donner 4. Donc, je vais remplacer dans cette expression les x par 1 et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça veut dire que a plus b fois ln de 1 sur 1, eh bien, ça doit me donner 4. Alors, ln de 1, si vous connaissez votre cours, vous savez qu'ln de 1 vaut 0. Ça veut dire que a plus b fois 0, qui vaut 0, sur 1, ça doit me donner 4. Donc, finalement, tout simplement, mon numérateur a plus b fois ln de 1, donc ça vaut a. Mon dénominateur vaut 1, donc ça me donne a sur 1. A sur 1, c'est tout simplement a. Donc finalement, a doit être égal à 4. Donc ça, c'était ma première contrainte. Ma deuxième contrainte, c'était sur la dérivée en 1, sur le nombre dérivé en 1. Souvenez-vous, la tangente était horizontale, donc son coefficient directeur valait 0, et donc ça voulait dire que f' de 1 était égal à 0. Donc qu'est-ce que ça donne cette contrainte f' de 1 égale 0? Eh bien, ça veut dire que dans l'expression qui est ici, si je remplace x par 1, eh bien, je vais trouver f' de 1 et c'est censé être égal à 0. Donc, je vais remplacer les x par des 1, ça me donne b moins a moins b fois ln de 1, qui vaut 0 au passage, sur 1 au carré. Eh bien, ce calcul de f' de 1 doit me donner 0 pour bien être dans le cadre de mon exercice. Et donc, qu'est-ce que ça impose sur a et sur b? Eh bien, ça veut dire que au numérateur, j'ai b moins a moins b fois 0, puisque ln de 1 vaut 0. Donc, b fois 0, ça vaut 0. Donc, finalement, au numérateur, j'ai juste b moins a. Divisé par 1 au carré, bah, ça vaut 1. Donc, b moins a divisé par 1. Donc, en fait, b moins a, eh bien, doit être égal à 0. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur b? Eh bien, ça veut dire que b doit être égal à a. Et si b vaut a comme a vaut 4, eh bien, ça veut dire que b est également égal à 4. Donc, finalement, on a déterminé les réels a et b pour qu'on ait f de x qui s'écrivent comme ça. Il faut que a et b soient égaux tous les deux à 4. Donc, finalement, on peut conclure que pour tout x appartenant à R plus étoile, eh bien, on a identifié A et B, c'est-à-dire que l'expression de f de x est égale à 4 plus 4 ln de x. Donc, 4 plus 4 ln de x sur x. Voilà, donc les questions 1, 2 et 3 eh bien, nous servent à identifier et à trouver les paramètres a et b pour avoir la fonction f qui convient. Donc là où on voit qu'on avait certainement bon à la question 3 en trouvant 4 et 4, c'est que vous voyez, on nous dit dans la suite de l'exercice, on admet que la fonction f est définie pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 4 plus 4 ln de x sur x.
Donc c'est exactement ce qu'on a trouvé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de grandes chances pour qu'on ait trouvé la bonne réponse à la question précédente. Alors ensuite, on nous dit, donc désormais f de x, ce sera cette expression. On nous dit déterminer les limites de f en 0 et en plus l'infini. Alors je vais commencer par le calcul de la limite en plus l'infini. Alors dans un premier temps, quand on veut calculer une limite d'une fonction, on commence toujours par essayer de voir comment va se comporter la fonction lorsque x du coup va tendre vers plus l'infini, puisque je cherche la limite en plus l'infini. Alors 4, eh bien 4, il tend vers 4 quand x tend vers plus l'infini, puisqu'il ne dépend pas de x. Donc 4 tend vers 4, pas de problème, plus 4 fois ln de x, donc ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, il faut connaître votre cours, la fonction logarithme népérien en plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. Donc finalement, mon numérateur, il va tendre vers 4 plus 4 fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc il va tendre vers plus l'infini. Le dénominateur, eh bien le dénominateur, j'ai que x, donc quand x tend vers plus l'infini, mon dénominateur, fatalement, il tend vers plus l'infini, puisque c'est que x. Donc finalement, j'arrive à une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Alors on n'aime pas trop ça généralement, parce que quand on est sur une forme indéterminée, ça nous complique un petit peu l'histoire. Alors quand on tombe sur une forme indéterminée, il faut toujours essayer de modifier l'expression pour arriver à une expression qui est plus clémente vis-à-vis de nous et qui nous permet de conclure. Donc je reprends mon expression de f de x et je vais modifier cette expression pour arriver à une expression pour laquelle je peux conclure. Alors il y a plusieurs méthodes. Une méthode consiste par exemple à découper ma fraction en deux et donc à écrire cela comme 4 sur x plus 4 ln de x sur x. En effet, en sens inverse, ça vous aurait peut-être moins choqué. 4 sur x plus 4 ln de x sur x. Donc 4 fois ln de x sur x, ça fait 4 ln de x divisé par x. J'ai le même dénominateur, donc je peux rassembler mes deux fractions qui sont au même dénominateur. Cette expression-là, elle va me permettre de conclure, puisque tout simplement, eh bien là, je me retrouve avec 4 divisé par un nombre qui va tendre vers plus l'infini. Donc le tout va tendre vers 0, donc pas de problème. Et ici, j'ajoute 4 fois. Donc au numérateur, j'ai quelque chose qui va tendre vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Au dénominateur aussi. Alors là, on pourrait se dire, en fait, on n'est pas plus avancé que là-haut, puisqu'on est encore sur une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Sauf que, eh bien ici, c'est une formule dite de croissance comparée qui est dans votre cours sur les logarithmes népériens. Les formules de croissance comparée, je vous rappelle qu'elles vous permettent de conclure quant à des formes indéterminées qui sont entre la famille des logarithmes et la famille des polynômes. Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Donc on va utiliser une telle formule. Donc vous pouvez retenir entre guillemets, bien sûr, c'est juste un moyen mnémotechnique, que le logarithme perd tout le temps face à des puissances de x. Donc il perd face au x. Donc ça veut dire que c'est le x qui impose sa loi. Donc le x au dénominateur qui tendait vers plus l'infini, eh bien il tendait à dire que la fraction globale devait tendre vers 0. Eh bien c'est effectivement ça le résultat de la limite de croissance comparée. Donc il ne nous reste plus qu'à rédiger ça. Donc par croissance comparée, eh bien la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0. Donc ça, c'est votre cours. De plus, eh bien on a que la limite de 4 sur x, est égale à 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc finalement, par somme, eh bien je peux trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini, eh bien de cette expression, donc finalement de f de x, donc de f de x, est égale à, la limite ici c'est 0, la limite ici c'est également 0, donc finalement la somme des limites me donne 0 pour plus l'infini. Alors on ne vous le demandait pas, mais on va en parler un tout petit peu. Quand vous avez une limite pour une fonction en plus l'infini qui vaut 0 ou qui est finie tout simplement, 0 ou qui vaut 5 ou 6 ou 7, eh bien dans ce cas-là, on peut conclure pour la courbe représentative de la fonction f à une asymptote horizontale en plus l'infini. Ça, je vous rappelle parce que c'est assez important. Et si la limite finie, c'est 0, ça veut dire que l'équation de l'asymptote horizontale sera y égale 0. Si la limite finie, c'est 8, eh bien l'asymptote horizontale aura comme équation y égale 8. Voilà, donc ça, c'était, je referme la parenthèse, c'était une petite précision. On passe à la limite en 0.
Alors dans un premier temps, quand je vais chercher la limite en 0, je vais faire comme pour en plus l'infini, c'est-à-dire que je vais faire un petit peu à vue. Donc je me rappelle de la courbe représentative de la fonction logarithme népérien et donc ça me permet de me souvenir rapidement de mes propriétés de limite. Eh bien ln de x quand x tend vers 0, donc quand x se rapproche de 0, le logarithme népérien, les images partent vers moins l'infini. Donc la limite de ln de x en 0, c'est moins l'infini. Du coup, qu'est-ce qui se passe ici? On a 4 plus 4 fois un nombre qui tend vers moins l'infini. Donc 4 fois un nombre qui tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Et donc 4 plus 4 fois un nombre qui tend vers moins l'infini, et bien finalement le tout tend vers moins l'infini. Donc au numérateur, on tend vers moins l'infini. Et au dénominateur, eh bien, on tend vers 0. Alors on aurait tendance à avoir peur un petit peu de cette écriture-là, les zéros et les infinis, on sait que c'est ça qui nous donne en général les formes indéterminées. En réalité, ici, tout le monde travaille dans le même sens. On a le numérateur qui dit « moi je veux aller vers moins l'infini », on a le dénominateur qui dit « moi je veux aller vers 0 ». Mais qu'est-ce qui se passe quand dans une fraction, par exemple si vous prenez le nombre 3 et que vous divisez par quelque chose qui se rapproche de 0? Alors attention, ici, au passage, la limite en 0, comme les x considérés pour f sont positifs, en fait, les x, quand on les fait se rapprocher de 0, eh bien, on les fait se rapprocher par des valeurs positives, plus grandes que 0. Donc, si on prend un nombre, par exemple 3, et qu'on divise par des nombres de plus en plus proches de 0, donc par exemple, au début, je fais 3 divisé par 0,1. Si je tape ça sur ma calculatrice, je vais me rendre compte que ça fait 30. Si jamais je divise par un nombre un peu plus proche de 0 que 0,1, par exemple 0,01, je vais trouver 300. Qu'est-ce que je trouve si je fais 3 divisé par un nombre encore plus proche, 0,001? Eh bien, je vais trouver 3000. Donc finalement, quand je divise par un nombre qui se rapproche de 0, mon résultat a tendance à grandir. Alors attention, ça va grandir en valeur absolue, puisque si jamais à la place de 3, j'ai moins 3, eh bien ça va me donner moins 30, moins 300, moins 3000. Alors justement, ici, on avait un nombre qui tendait vers moins l'infini au numérateur. Donc vous voyez, ce n'est pas moins 3, c'est un nombre qui en plus grandit. Et en plus, on le divise par quelque chose qui se rapproche de 0. Donc les deux travaillent dans le même sens à faire exploser mon résultat, à devenir très très grand. Mais après, il y a une histoire de signe. Le numérateur, il tend vers moins l'infini, donc il est négatif, alors que le dénominateur, il tend vers 0, mais par des valeurs positives, puisque les x autorisés, c'était que des x positifs. Donc finalement, le numérateur et le dénominateur bossent pour que la fraction aille vers l'infini, mais comme le numérateur est négatif et le dénominateur positif, avec la règle des signes, eh bien on va tendre vers moins l'infini et pas vers plus l'infini. On met tout ça par écrit. Donc j'ai pris un peu d'avance. Là, je récite mon cours. La limite quand x tend vers 0 avec des x strictement positifs de ln de x, eh bien c'est moins l'infini, ce qu'on a lu sur la courbe ici. Donc la limite de 4 plus 4 ln de x, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va tendre vers moins l'infini. De plus, le dénominateur, eh bien x quand x tend vers 0 avec des valeurs positives, eh bien x tend vers 0. Et on peut noter un petit plus à côté puisqu'on se rapproche de 0 avec que des valeurs positives. Et donc, on peut en conclure que la limite, quand x tend vers 0, avec des valeurs positives de f de x, eh bien, c'est égal à, entre guillemets, moins l'infini sur 0 plus. Donc, pour les signes, on a du moins sur du plus, donc ça fera du moins. Et l'infini sur 0, entre guillemets, bien entendu, eh bien, ça va nous donner l'infini. Donc, on a une fonction qui va tendre vers moins l'infini en 0. Alors dans la question 5, on nous demande de déterminer le tableau de variation de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc en fait, on nous demande les variations et il faudra bien compléter les images dans le tableau. Pour déterminer les variations d'une fonction, vous le savez bien, il faut qu'on calcule la dérivée de la fonction et après qu'on trouve le signe de la dérivée. Là où la dérivée est positive, la fonction sera croissante. Là où la dérivée sera négative, la fonction sera décroissante. Donc notre schéma, ça va être dérivée f, trouver le signe de la dérivée de f. Alors f, on l'a ici. Alors soit vous la redérivez en faisant de la formule u sur v et vous allez arriver à votre résultat. Soit si vous voulez utiliser un résultat déjà calculé dans l'énoncé, vous pouvez réutiliser celui du haut puisque finalement la fonction f qu'on considère là, eh bien c'était une fonction f
de ce type-là avec a et b qui valaient 4. Donc, comme on avait calculé la dérivée de f avec a et b, et qu'on sait maintenant que a et b valent 4, eh bien on peut reprendre l'expression de f' en remplaçant a et b par 4. Ça va nous donner le résultat qu'on aurait trouvé en dérivant directement cette fonction. Donc moi, c'est la méthode que je vais faire, mais vous pouvez tout à fait redériver cette fonction en faisant u sur v. Alors, pour tout x appartenant à R plus étoile, donc f de x vaut ça. D'après la question 2, pour tout x appartenant à R plus étoile, eh bien, f' de x est égal à b moins a moins b ln de x sur x au carré. Sauf que moi, je sais que a et b, désormais, valent 4. Donc, je peux calculer avec ma formule en remplaçant a et b par 4. Ça me donne donc 4 moins 4 moins 4 ln de x sur x au carré. Donc 4 moins 4, ça s'annule. Il me reste donc que moins 4 ln de x sur x au carré. Voilà pour ma dérivée. Donc ça me permet de court-circuiter un petit peu le calcul qu'en fait j'avais déjà fait à la question 2. Alors maintenant que j'ai l'expression de la dérivée, eh bien, il va falloir que je trouve son signe à cette dérivée. Donc pour trouver le signe d'une fonction, que ce soit une dérivée ou pas, eh bien, je vais observer l'expression et je vais regarder un petit peu les opérations principales. Donc je m'aperçois ici que l'opération principale, en fait, il y a la division, mais également la multiplication, qui sont au même niveau. Et donc, ça me plaît pas trop mal, parce que pour discuter d'un signe, quand j'ai des produits et des divisions, eh bien, en fait, il suffit que je prenne chaque facteur, que j'étudie les signes séparément, que je mette ça dans un tableau de signes, et je pourrai trouver le signe du résultat du calcul. Donc, je vais faire mon tableau de signes. Voilà, alors j'ai conservé l'expression de f' pour bien voir. Ici, mes trois facteurs, donc il y a moins 4, donc il y a une ligne pour moins 4. Il y a ln de x, donc il y a une ligne pour ln de x. Il y a x au carré, donc il y a une ligne pour x au carré. Et après, il y aura la ligne pour le signe global de f', et donc la ligne pour les variations. Alors, moins 4, que x se balade entre 0 plus l'infini où il veut, de toute façon, moins 4, c'est moins 4. Donc, c'est toujours un nombre négatif. Ln de x. Alors, ln de x, je vous rappelle, la courbe représentative de la fonction logarithme népérien, on en a reparlé tout à l'heure. Ici, eh bien, donc elle est définie sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Et donc, entre 0 et 1, vous voyez, elle est sous l'axe de l'abscisse, la courbe. Donc, la fonction ici, elle est entre 0 et 1. Eh bien, elle est négative, le logarithme népérien est négatif. En 1, le logarithme népérien vaut 0. Et sur 1 plus l'infini, eh bien, le logarithme népérien est positif. Ensuite, le signe de x au carré, eh bien, x au carré, c'est un carré. En plus, un carré, la seule chose qui peut valoir en dehors d'un nombre strictement positif, c'est éventuellement 0. Mais x au carré ne vaut 0 qu'en 0, qui est une valeur interdite. Donc ici, je peux mettre un signe plus. Il ne va pas y avoir de 0 dans cette ligne. À partir de là, je vais pouvoir compléter ma ligne pour le signe de f' de x. Et donc, on a sur 0, 1, moins 4 est négatif. Ln de x est également négatif. Et x au carré est positif. Donc, on a dit moins 4 est négatif, ln de x est négatif, et on divise par un nombre positif. Donc, nombre négatif fois nombre négatif, ça fera un nombre positif, divisé par un nombre positif, ça fera à nouveau un nombre positif. En 1, moins 4 est négatif. Ln de x vaut 0. Et x au carré est positif. Donc ça fera négatif fois 0 divisé par positif. Négatif fois 0, ça fait 0. Donc 0 divisé par positif, ça fera 0. Et enfin, sur 1 plus l'infini, moins 4 est négatif, ln de x est positif, x au carré est positif, donc ça fait négatif fois positif, donc ça fera négatif. Donc la dérivée est strictement positive sur 0, 1 ouvert. Donc du coup, je vais avoir f qui va être strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la dérivée est négative. On va donc avoir f qui est une fonction strictement décroissante. Comme on m'a demandé de déterminer le tableau de variation de f, il faut absolument que je complète ici les valeurs. Alors, en 0 et en plus l'infini, ce sont des limites. Alors, qu'est-ce qu'on avait trouvé en 0 et qu'est-ce qu'on avait trouvé en plus l'infini? Eh bien, en 0, on avait trouvé que la limite, c'était moins l'infini. Et en plus l'infini, on avait trouvé que la limite, c'était 0.
Il me reste juste à calculer l'image de 1. Donc, on est dans la ligne concernant f. Donc, je vais calculer f de 1. F de 1, il faut donc que je reprenne l'expression de f. Je vous rappelle que f de x, c'était 4 plus 4 ln de x sur x au carré. Donc, f de 1, c'est 4 plus 4 ln de 1 sur, alors j'avais dit sur x au carré, mais ça c'était la dérivée, c'est sur x tout simplement, donc sur 1 pour nous. Donc ça va nous donner 4 plus 4 fois 0, puisque ln de 1 vaut 0. Donc finalement, ça nous donne 4 sur 1, donc ça nous donne 4. Donc ici, j'ai complété mon tableau de variation. On arrive à l'avant-dernière question, question 6. Démontrer que pour tout réel x strictement positif, on a f seconde de x qui vaut cette expression. Bon, bah, tout simplement, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à nouveau dériver. Alors, dériver qui? Bah, il faut dériver f' pour obtenir f seconde. Voilà, donc c'est encore une question sur une dérivée. Très rentable de savoir dériver dans cet exercice. C'est parti. Donc, je me suis réécrit f' de x que j'avais déjà calculé avant, et donc il faut que je redérive. Quand je dérive, je m'interroge, quelle est l'opération principale? Opération principale, la division. Est-ce que j'ai bien la variable au numérateur, au dénominateur? Oui. Donc, je vais utiliser la formule pour dériver une fonction du type u sur v. Donc, u de x, ça va être mon numérateur, v de x, mon dénominateur. Et donc, je cherche la dérivée. Quelle est l'opération principale dans moins 4 ln de x? Eh bien, c'est une multiplication. Mais est-ce que j'ai la variable dans les deux facteurs? Non, je ne l'ai pas ici. Donc, en fait, c'est une constante fois une fonction. Donc, la dérivée, c'est je conserve la constante et je multiplie par la dérivée de la fonction. Donc, dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et v' de x, c'est égal à dérivée d'x au carré, 2x. Éventuellement, u' de x, on pourrait l'écrire moins 4 sur x, ou encore moins 4 sur x. Ça, c'est comme on le souhaite. Ensuite, on applique notre formule de u sur v. Donc, pour tout x appartenant à R plus étoile, j'applique la formule pour mon quotient. Donc, désormais, je suis en train de calculer f seconde de x, donc la dérivée de la dérivée. Je vais donc avoir u' fois v, donc moins 4 fois 1 sur x, donc ça c'est u', multiplié par v, c'est-à-dire x au carré, moins u fois v', donc u fois v', donc u, je fais attention, comme ça commence avec un moins, je mets bien des parenthèses, donc moins 4 ln de x, multiplié par 2x. Le tout sur v, x au carré, que je mets à nouveau au carré. Cela nous donne, alors, 1 sur x fois x au carré. Eh bien, 1 sur x fois x au carré, ça vaut tout simplement x au carré sur x. X au carré, c'est x fois x. Donc, ça fait x fois x sur x. Je peux simplifier un x au numérateur et au dénominateur. Donc, finalement, ça vaut x. Donc, 1 sur x fois x au carré, ça vaut x. Donc, je me retrouve avec moins 4 fois x. Donc, ça nous donne moins 4x. Ensuite, ici, je me retrouve avec moins, entre parenthèses, moins 4 ln de x fois 2x. Donc, je vais garder le moins. Ensuite, 4 fois 2, 8. Et ensuite, x fois ln de x, donc x ln de x. Si je suis un petit peu plus à l'aise, je peux tout de suite enlever mes parenthèses autour de moins 8x ln de x. Et par contre, comme j'ai un moins devant, je vais devoir changer le signe. Donc, moins 8x ln de x donne donc finalement plus 8x ln de x. Vous pouvez faire une étape en plus, ce n'est pas gênant. Le tout sur x à la puissance 4, puisque x au carré, ça fait donc x au carré fois x au carré, ce qui donne x puissance 4. Alors là, on peut avoir la sensation d'avoir fini, mais quand on regarde l'énoncé, eh bien on se rend compte que nous, on a un x puissance 4 au dénominateur, alors qu'on souhaite un x puissance 3. Donc déjà, il s'est passé quelque chose. Et ensuite, notre numérateur,
Eh bien oui, il est un peu plus complexe. Il ressemble beaucoup à celui-là, sauf qu'à chaque fois, il y a des x en plus. Donc l'idée qui nous vient, ça va être de factoriser par x au numérateur et de simplifier le x que j'aurais mis en facteur avec un dx du dénominateur, ce qui fera qu'au lieu d'avoir x puissance 4, on n'aura plus que x puissance 3. On se lance dedans. Donc je factorise par x facteur de moins 4 plus 8 ln de x divisé par x puissance 4, que je peux voir comme x fois x puissance 3. D'accord, x puissance 4, c'est x fois x fois x fois x. Finalement, je peux en regrouper 3 et en laisser un tout seul, donc ça fera x au cube fois x. Et je peux simplifier par x. Ça nous donne donc ce qu'on avait dans l'énoncé, c'est-à-dire moins 4 plus 8 ln de x sur x au cube. Hop, ça y est, on voit tout. F seconde de x. Voilà pour cette question. Dans la question 7, on nous demande de montrer que la courbe CF possède un unique point d'inflexion B dont on précisera les coordonnées. Alors quand vous lisez point d'inflexion, ça doit vous faire penser à la convexité, hein. Et donc un point d'inflexion, bien souvent, on le trouve à l'endroit où une fonction passe d'un intervalle sur lequel elle était convexe à un intervalle sur lequel elle va être concave, ou inversement, elle passe de concave à convexe. Je dis bien généralement. Donc c'est comme ça qu'on va le repérer. Donc comment on repère un point d'inflexion? Eh bien, rigoureusement, c'est un point où la dérivée seconde va s'annuler en changeant de signe. Donc en fait, il faut étudier le signe de la dérivée seconde pour savoir où est-ce que ma fonction passe de convexe à concave ou de concave à convexe. Allez. Qui dit étude de signe d'une expression, c'est toujours la même chose. Là, ça concerne f seconde, mais tout à l'heure, ça concernait f', et puis ça aurait pu très bien concerner f dans un autre exercice. Ce qu'on repère, c'est l'opération principale. On est très content quand ce sont des multiplications ou des divisions, puisque ça nous permet de détailler un peu plus notre tableau de signes. Donc ici, opération principale, c'est le quotient. Ensuite, ça veut dire que je peux étudier séparément le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Le signe du dénominateur, ça ne va pas être très compliqué parce que x au cube, alors la fonction cube, normalement, elle peut être soit négative, soit positive. Elle est négative à partir du moment où le x qu'on met à l'intérieur du cube est négatif. Dans ce cas-là, le résultat restera négatif. Et si je mets un x positif, le résultat reste positif. Sauf que ici, comme on est sur R plus étoile, eh bien x au cube va être toujours positif, donc pas de problème. Le problème, ça va plutôt être le signe du numérateur. Alors, quand on a un numérateur comme ça, un petit peu compliqué, on repère l'opération principale. Mais ici, l'opération principale, ça va être l'addition. Donc, on n'est pas très bien. Parce que qui dit addition dit on ne peut pas découper plus dans notre tableau de signes. Je ne peux pas faire une ligne pour moins 4, une ligne pour 8 ln de x. Ça, c'est strictement interdit. Donc, soit je peux factoriser un peu plus, et auquel cas je vais recréer une multiplication et donc je vais pouvoir redécouper un peu plus, soit je ne peux pas factoriser plus et je vais devoir travailler avec ça. Et là, en l'occurrence, je ne peux pas factoriser plus, ou je pourrais factoriser par 4 par exemple, mais factoriser par 4, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est factoriser par une expression qui contient x. Donc ici, je vais traiter le numérateur d'un seul bloc. Quand je traite d'un seul bloc, il va falloir que je passe par une inéquation. Donc on a dit, sur 0 plus l'infini, eh bien x au cube est toujours positif, puisque un nombre positif au cube, donc multiplié par lui-même, puis remultiplié par lui-même, eh bien c'est bien positif. Il me reste le signe de moins 4 plus 8 ln de x à trouver. Donc on va résoudre l'inéquation, moins 4 plus 8 ln de x, strictement positif. Donc on va chercher quand est-ce que ce nombre-là eh bien, est positif. En gros, on cherche dans ma ligne ici où est-ce que je vais mettre le plus. Donc c'est équivalent à dire. Donc le but, ça va être d'isoler x. Alors pour l'instant, il est un peu piégé. Il est à l'intérieur du logarithme népérien. Donc pour l'instant, il va y rester. Donc 8 ln de x est strictement plus grand que 4. Ce qui est équivalent à dire que ln de x est strictement plus grand que 4 sur 8. Je ne change pas le sens parce que je divise par un nombre qui est positif. 4 sur 8, ça vaut 1 demi. Donc ça veut dire que ln de x est strictement plus grand que 1 demi. Et donc maintenant, pour extraire le x du logarithme népérien, eh bien, je vais appliquer la fonction
exponentielle. Donc je me récupère exponentielle de ln de x qui va être strictement plus grand que exponentielle de 1/2. Alors pourquoi est-ce que je conserve le sens? Eh bien, je conserve le sens parce que la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Donc, quand je l'applique, je ne change pas le sens. Donc, vous pouvez le noter à côté, car exponentielle est strictement croissante sur R. Ce qui est équivalent à, alors exponentielle et logarithme se neutralisent, donc je me retrouve avec x plus grand que exponentielle de 1/2. Donc finalement, moins 4 plus 8 ln de x, eh bien, le signe plus dans la ligne, je le mettrai quand x est au-dessus d'exponentielle de 1/2. Donc, je place exponentielle de 1/2. Et donc, ça veut dire qu'au-dessus d'exponentielle de 1/2, il y a le signe plus, puisque x plus grand qu'exponentielle de 1/2 veut dire que cette expression-là sera positive. Qu'est-ce que ça vaut en exponentielle de 1/2? En fait, si on réfléchit un peu, là j'ai mis strictement plus grand que 0, mais si j'avais mis égal dès le début, j'aurais eu des égales partout, et j'aurais trouvé que c'était égal à 0 quand x était égal à exponentielle de 1/2, donc finalement ça vaut 0 là. Et donc si j'ai trouvé que ça serait strictement positif quand x est plus grand que ça veut dire que le reste du temps c'est strictement négatif. Du coup, le signe de f', quand x est compris entre 0 et exponentielle de 1/2, eh bien le numérateur est négatif, tout mon numérateur est négatif, et le dénominateur est positif. Donc, si je fais négatif sur positif, ça fera négatif. En exponentielle de 1/2, le numérateur vaut 0, donc ça fera 0 divisé par quelque chose de positif. Ça donnera donc 0. Et si x appartient à exponentielle de 1/2 plus l'infini, le numérateur est positif, le dénominateur est positif. Donc le quotient des deux, ça donnera quelque chose de positif. Donc en fait, ma fonction f, eh bien, elle passe d'un intervalle sur lequel elle est concave à un intervalle sur lequel elle est convexe. Autrement dit, ici, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, puisqu'elle a changé de signe, elle est passée d'un signe moins à un signe plus. Et dans ce cas-là, on a la présence d'un point d'inflexion qui a pour abscisse exponentielle de 1/2. Donc, je peux conclure à un point d'inflexion, donc dans l'énoncé, il l'appelait B, donc j'ai repris la notation, qui aura pour abscisse exponentielle de 1/2. Et donc, comme on me demandait ses coordonnées, il faut que je détermine aussi son ordonnée. Pour déterminer son ordonnée, je reprends la fonction f et je remplace x par exponentielle de 1/2. Alors, la fonction f, je vous rappelle que c'était 4 plus 4 ln de x sur x. Donc, si je remplace x par exponentielle de 1/2, ça va me donner 4 plus 4 ln de exponentielle de 1/2 sur exponentielle de 1/2. Donc finalement, ça me donne quoi? Ça me donne 4 plus 4. Alors, ln d'exponentielle de 1/2, vous avez le ln qui s'enchaîne avec l'exponentielle, il se neutralise, donc ça donne finalement que 1/2. Donc ça fait 4 fois 1/2 sur exponentielle de 1/2. Donc finalement, ça fait 4 plus 4 fois 1/2, donc 4 fois 1/2, ça fait 2. Donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Et divisé par exponentielle de 1/2, je peux tout simplement multiplier par exponentielle de moins 1/2. Donc finalement, l'ordonnée du point B, eh bien c'est 6 exponentielle de moins 1/2. Voilà qui vient conclure du coup cette question-là. Voilà, c'est fait, on est arrivé au bout. J'espère que tout a bien été compris. Et si jamais il reste des petits points encore à fignoler ou à travailler, eh bien, il y a d'autres vidéos qui portent sur les logarithmes, sur la convexité et tout ça. Je vous encourage à aller les voir. Allez, à bientôt!